Un autre trésor de Saint-Louis se trouve sur l'un de ses quais. C'est ce magnifique bateau blanc, le Bou El Mogdad, le dernier bateau à naviguer encore sur le fleuve Sénégal. Dans les années 50, il transportait le courrier, les marchandises et les passagers vers l'intérieur des terres, jusqu'au Mali. Mais dans les années 80, avec la construction de la route, le bateau devient inutile. Il part dans un autre pays d'Afrique. Il y a 5 ans, un homme a fait revenir ce bateau mythique à Saint-Louis. C'est Jean-Jacques Bancal. Métis lui aussi, et petit-fils de Signard, il est né à Saint-Louis et se bat sans relâche pour sa ville. Jean-Jacques a racheté le Bou El Mogdad avec des associés et l'a entièrement restauré. C'est un véritable musée flottant. Donc on est dans la cabine de pilotage qui est très simple. Donc il y a une vieille barre en bois avec un indicateur de barre qui n'est pas tout à fait droit, qui devrait l'être. Tout est d'époque. Pour parler à la machine, il y a un micro. On donne les ordres aux mécaniciens. Et sinon, il y a une radio pour parler à la terre, mais il n'y a aucun poste radio à terre, donc il n'y a pas de capitainerie. Il y a une capitainerie à Saint-Louis. Et dès qu'on quitte Saint-Louis, on est les seuls, donc plus personne ne communique avec nous, mais c'est très bien. Comme la cabine de pilotage, les passerelles ont conservé leur charme des années 50. Luxueuse boiserie, cabine tout confort, vaste salle de restaurant. Mais le plus incroyable se trouve dans les entrailles du navire. Dans la salle des machines. Ici, tout est d'origine. Dans ce vacarme assourdissant, Ousmane, le mécanicien, vérifie toutes les pièces avant le départ demain. Un bateau monument qui a rythmé la vie de Saint-Louis pendant des décennies. Il inspire les artistes, comme Ablaye Sissoko. Il chante l'histoire d'un amour entre une jeune fille du fleuve et un pêcheur. Une journée s'achève à Saint-Louis. Demain, Jean-Jacques nous emmènera sur les traces des messageries du fleuve pour un merveilleux voyage. Vers un autre lieu de légende, l'hôtel de la Poste. C'est ici que les pilotes de l'aéropostale venaient se reposer avant d'entamer la grande traversée de l'Atlantique vers l'Amérique du Sud. Tout ici rappelle le rôle joué par Saint-Louis dans l'histoire de l'aviation. Dans ce havre de paix, une chambre est réservée des mois à l'avance. C'est la 219, celle qu'occupait Jean Mermoz. Est-ce que vous êtes ému là? Oui. Là, c'est des frissons qui nous envahissent et se retrouver quelque part, on rentre dans l'intimité de Jean Mermoz et c'est encore plus que sur le trajet. On a vraiment l'impression de partager sa vie et ses moments secrets. Bon, c'est un peu de l'imaginaire, mais quelque part, ça fait quelque chose, c'est sûr. Une chambre, ou plutôt un petit musée, à la mémoire du grand aviateur. Photos de famille,
de jeunesse, des documents uniques chargés d'émotions. Car c'est en quittant Saint-Louis pour tenter de rallier le Brésil que Mermoz a perdu la vie en 1936. Il avait choisi cette chambre pour sa vue imprenable sur le fleuve. Il pouvait ainsi voir le courrier poursuivre son voyage vers l'intérieur du continent. Sur les quais, le Bou El Mogdad signale son départ, comme à l'époque des messageries. Autrefois, sa sirène rythmait la vie de la cité portuaire. Aujourd'hui, plus de courrier à bord. Jean-Jacques emmène des voyageurs à la découverte du Haut-Sénégal, de sa nature et de son histoire. Le départ est toujours un moment délicat pour le capitaine. Il doit prendre d'infinies précautions afin de ne pas heurter le pont, tout proche. Voilà, là c'est passé. Heureusement, on n'allait pas dans le pont. Hein. Le risque s'est éloigné. Le bateau peut maintenant voguer en toute tranquillité sur le fleuve Sénégal, vers l'intérieur des terres, où il emportait autrefois ses précieux chargements. Il va suivre la route des anciens comptoirs coloniaux. Richard Toll, Dagana, pour atteindre enfin Podor, à 215 km de Saint-Louis. Le Bou El Mogdad renoue avec l'histoire du fleuve. Quand les caravelles des compagnies de commerce partaient pour plusieurs mois vers des contrées lointaines. Au fil de l'eau, le spectacle est éblouissant. Jean-Jacques a admiré maintes fois ces paysages. Mais pour lui, c'est toujours une grande émotion. Une parenthèse magique. De ce côté, c'est le Sénégal, avec des cultures de riz qu'on voit au loin. Tous les périmètres sont des périmètres rizicoles. De l'autre côté, c'est la Mauritanie. Le fleuve, c'est le trait d'union, en tout cas, entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est un lieu de paix, en tout cas, puisque regardez comme il est paisible. Et on a une ambiance un peu brumeuse, parce qu'on a un petit peu de vent de sable. C'est rare, mais ça arrive. Et ça donne une ambiance un peu, quand même, assez jolie. Parce que tout est un peu flou. Je trouve ça très beau, en tout cas, moi. Ce que Jean-Jacques aime par-dessus tout dans ce voyage, c'est la rencontre avec les habitants des rives du fleuve. Il profite d'une escale pour se rendre dans un village situé côté mauritanien. Il est habité par des tout-couleurs, une des nombreuses ethnies de la région. Jean-Jacques est toujours accueilli avec joie. Tout le monde connaît le fils de Saint-Louis qui a ramené le bateau sur le fleuve. Ils ont l'habitude et puis il fait partie de leur paysage. Il avait disparu mais il est revenu. Donc maintenant, ils savent qu'il arrive. Ils savent même quel jour il arrive. Donc, Souvent on l'attend mercredi. Parfois, ce mercredi il ne vient pas. L'autre mercredi il vient. Donc s'il passe à l'est,
il revient le dimanche. Donc c'est toujours les enfants. Vous voyez les enfants, bon, ils savent que le Bou El Mogdad va venir aujourd'hui. Donc tous les enfants attendaient l'arrivée de Bou El Mogdad. Quand le bateau ne venait plus, ces villageois étaient totalement isolés. Les plus anciens ont connu la grande époque, celle des messageries, comme Ahmed Gaouf, 71 ans. André Guillabert. min jii ko ɗo 50 aka yaha kala ɗo ga ari soka heɓima arde e guri ɗe ka tertete yimɓe ha heewa wonno ñanden aka yooɗi ñanden aka yooɗi no fewi bani hecci amen gadda buubaji. Avant la construction de la route, le bateau était le seul lien entre Saint-Louis, la capitale, et ses terres lointaines. Les événements familiaux, comme les mariages, coïncidaient avec les dates de ces passages. Le bateau repart déjà vers une autre escale. Il s'enfonce peu à peu dans les terres. Après quelques heures de navigation, voici Richard Toll, le jardin de Richard. Un ancien comptoir colonial devenu une importante ville commerçante. Elle doit son nom à un Français, le jardinier Richard, qui au début du 19e siècle créa autour de la ville un fabuleux jardin expérimental. Un poumon vert en pleine brousse, dont il reste aujourd'hui cette végétation luxuriante. Elle cache un incroyable vestige, une folie que fit construire le baron Roger, premier gouverneur civil du Sénégal entre 1822 et 1830. Visionnaire et mégalomane, le baron voulait faire ici un petit Versailles, un château au beau milieu de l'Afrique. Mais l'imposante bâtisse est aujourd'hui bien mal en point. Jean-Jacques a rendez-vous avec le conservateur du lieu. C'est vous, Alain? Oui, c'est moi, Alain. Alain se bat depuis 29 ans pour entretenir la folie, avec 3 fois rien. On peut visiter la maison? Ça, c'était des pierres qui venaient d'Europe? C'est les dalles de pierre qui venaient d'Europe. Et les carreaux aussi, ils sont un peu poussiéreux, mais ils sont magnifiques. Hein. Ça, c'est des carreaux qu'on ne trouve plus. Hein. C'est du grès, taillé. Oui. Cette demeure porte encore la marque de son passé prestigieux. Le gouverneur recevait ses hôtes dans cette vaste salle, baignée de lumière. Il y vivait dans le confort. Ici, une grande cuisine. Là, une salle de bain. Une pièce rare pour l'époque, même en Europe. Et il est où le baron? Ah, il est là, c'est maintenant c'est mal. Chez vous le baron? Ça fait mal de les voir comme ça délabrés. Mais je suis là comme ça. Vous voyez, si je n'étais pas là, tout serait parti en fumée. Le problème, c'est qu'on peut être triste de la voir dans cet état, mais on peut être aussi heureux de voir qu'elle est encore debout. Et donc, moi, je préfère toujours le côté positif. Et je me dis, finalement, il y a de la poussière, mais il y a les carreaux. Il y a les murs qui sont là, donc il y a les fenêtres en pissemin, il manque des barreaux, mais on peut les remplacer. Moi, je pense qu'elle est encore préservée, elle va être restaurée. Et le côté positif, c'est qu'on se dit, on peut y arriver. Merci, mais je vais faire attention, je me tiens. J'ai l'habitude des bateaux. Alain connaît mieux que personne l'histoire de ce lieu. Les marches sont raides, hein? À l'époque du baron Roger, cette vaste terrasse permettait de défendre le château. Avec les fortifications, hein, ils mettaient des militaires. Des guerriers, ils mettaient des militaires avec des tireurs d'élite.
Elle offre une vue magnifique sur les anciens jardins de Richard. Mais elle a aussi beaucoup souffert. Quand même la partie la plus importante à refaire, le toit. Ce qui est le plus coûteux. Tout le reste, ça peut être fait avec finalement des moyens raisonnables. Mais la toiture, c'est ce qui permet à une maison de durer. Et là, elle commence à être dans un état qui nécessite une intervention rapide. Jean-Jacques et Alain espèrent que la folie pourra être sauvée à temps. Comme ce fut le cas pour d'autres lieux chargés d'histoire que l'on croise au fil du fleuve. Voici Dagana, dont les quais de chargement déserts et les maisons aux couleurs délavées évoquent Saint-Louis et ses belles demeures. Plus loin, Pot-d'Or, qui fut un comptoir prospère et une importante place forte. Le périple du Bou El Mogdad se termine ici. Mais pour nous, le voyage continue. Beaucoup plus à l'est, vers un autre fleuve de légende.